Bonjour, ici Micheline Bourque du Club de lecture Affaires. Je suis encore une fois au magnifique club universitaire dans la bibliothèque. Je suis un petit peu émue, je vous avoue, parce que vous voyez que j'ai avec moi un invité distingué, M. Jean-Claude Poitras. Merci d'être là, M. Poitras. Merci de l'invitation. Alors, avec M. Poitras, on va parler lecture, bien sûr, on va parler de toutes sortes de choses, mais cette entrevue s'inscrit dans le contexte des entrevues que je souhaite faire de plus en plus, où j'accueille des personnalités publiques, des entrepreneurs qui ont une grande visibilité ici au Québec et ailleurs, pour qu'ils nous parlent de livres qui ont été marquants pour eux, et c'est ce qu'on va faire avec M. Poitras. Mais avant, on parle à M. Poitras. J'ai eu l'occasion de rencontrer M. Poitras lors du lancement du livre de Monique Giroux, à qui on va faire un petit coucou. Hein? Ah, il faut absolument. Le Paris de Monique Giroux, un livre qui peut être très intéressant pour des gens d'affaires qui voyagent. Et par rapport à Jaja, je me suis rendu compte que M. Poitras était un homme fort sympathique, fort abordable, généreux, ouvert. Et je lui ai tout simplement proposé de venir faire l'entrevue. Il a accepté. Donc, c'est vraiment un honneur pour moi de vous avoir ici. Merci beaucoup. La question que je voulais vous poser en début pour vous présenter, c'est si vous êtes dans un pays, parce que vous avez voyagé partout dans le monde, et vous rencontrez quelqu'un qui ne vous connaît pas, comment est-ce que vous vous présentez? Comme un animal rare. Mais enfin, je pense d'abord et avant tout un aventureux du beau. OK. Tout azimut. Okay. Je crois que oui, j'ai été créateur de mode, bien sûr, je le suis toujours, designer pluridisciplinaire, aujourd'hui artiste en art visuel, mais c'est toujours, je pense, j'ai toujours mis ma créativité au profit de la beauté. Okay. Je pense que je dois faire sentir aux gens que je pense que mes ancêtres étaient des coureurs des bois. Oui. Et moi, je suis un coureur de style, finalement. Okay. Alors donc, j'ai cette curiosité insatiable de parcourir le monde, d'aller voir où se situent les tendances, qu'est-ce qui fait évoluer le monde. Je crois qu'il y a quelque chose qui me caractérise, je pense, c'est que j'ai toujours été Et depuis toujours, parce que j'ai eu l'occasion pour me préparer un petit peu pour notre entretien, il y a quelques vidéos sur YouTube avec vous-même, vous parlez, il y en a un qui était très touchant aussi. C'est ça, depuis le jeune âge, vous savez que vous avez cette passion-là en vous de créer, hein, de faire des choses au niveau de la créativité. Mais en fait, c'est fou parce que, vous savez, moi, bon, pour un petit Québécois francophone né ici à Montréal, c'était pas évident de choisir la mode. Non. La mode, dans nos familles, en général, on n'avait pas... j'avais pas de tante couturière ou de cousine patroniste ou designer ou peu importe. Alors donc, c'était vraiment un monde qui était beaucoup à ce moment-là, beaucoup à l'intérieur, les manufacturiers étaient tous des anglophones ou à peu près. Les couturières, souvent des immigrantes portugaises, italiennes et tout ça. Et... mais ce que je savais, c'est que j'étais passionné par la mode parce que mes premiers souvenirs d'enfant sont des souvenirs liés à la mode. Et en fait, j'adorais la messe du dimanche. Mais pourquoi j'aimais tellement ça? Parce qu'il fallait toujours que je sois près de l'allée centrale et à la communion, lorsque je voyais revenir ces belles dames en castor rasé, mouton de Perse, vison. J'ai l'impression que j'imaginais déjà mes premiers défilés de mode. Wow! Alors donc, tous mes premiers souvenirs d'enfance, c'est relié à ça. C'est ici, au centre-ville de Montréal, parce que je suis né à Cartierville, à deux coins de rue du Parc Belmont. C'est sûr que ça a meublé mon imaginaire d'enfant rêveur, hein, le Parc Belmont. Sûrement qu'ils vont découvrir qu'il y a un gène spécifique à ça et que vous en avez hérité. Sûrement. Mais c'est fou. J'ai dû aller passer, en fait, un test d'orientation professionnelle à un certain moment, à l'âge de 18 ans, en fait, parce que mes notes étaient tellement extrêmes. Plus j'avançais, plus tout ce qui était la littérature, les arts, l'histoire, j'étais toujours parmi les premiers de classe. Et lorsqu'on arrivait à toutes les matières que je n'aimais pas, l'algèbre, la chimie, la physique, j'étais le dernier. Et il y avait un tel déséquilibre que mes professeurs, lors d'une réunion de parents, ont convaincu mes parents de me faire passer un test d'orientation. Et quand on me demandait à ce moment-là, qu'est-ce que tu veux faire, Jean-Claude? Comme je n'avais pas de référence en mode, je disais, je sais que je suis un artiste. Comment est-ce que ma créativité va s'exprimer? Je ne le sais pas encore.
Et donc, après cette journée entière à passer des tests, et quand la personne qui était là, le directeur de cet institut d'orientation professionnelle, a dit « On vous sent une âme d'artiste, vous aimez l'écriture, vous aimez le beau, la décoration sûrement, mais on dirait que la mode... » Je me suis levé d'un bond, c'était comme la révélation. Wow! Et là, j'ai dit « C'est ça ». Et à partir de ce moment-là, mes parents n'ont pas eu le choix que de me laisser aller à étudier à l'École des métiers commerciaux à ce moment-là. Et puis, c'est pour ça que c'est une année tellement importante, cette année 2017, parce que c'est en 1967 que je commençais cette belle aventure qu'allait être ce métier consacré à la mode. Et c'est une vie consacrée aux femmes aussi. Hein, Une des vidéos que j'ai vues sur YouTube avec vous, c'est que quand vous faites une présentation justement sur toute l'histoire de la mode, puis justement, ça nous ramène à 67. Mais 67, on en parle beaucoup à cause de l'expo et tout ça. Donc, c'était des périodes où il y avait un vent de nouveautés, de fraîcheur, d'ouverture sur le monde et tout ça. Donc, vous avez vécu cette période-là, vous... intensivement. Intensivement, c'est dire... faut de meilleurs mots, sûrement. Là. Donc, vous avez vécu ces choses-là. Et voilà, aujourd'hui, après toutes ces années-là, vous avez vécu quand même plusieurs mutations comme entrepreneur. C'est ce chapeau-là, au-delà de tout le respect que je vous dois, mais ce chapeau d'entrepreneur-là, vous avez commencé à l'assumer à quel moment? Vous vous rappelez-vous? Parce que, tu sais, faire des dessins de style de robe et tout ça, c'est une chose et ça demande des qualités exceptionnelles, mais créer des entreprises, gérer des entreprises, commercialiser ses produits, les internationaliser, vous avez tout fait ça, là, vous? Absolument. Et c'était pas évident pour une âme d'artiste comme la mienne, mais pourquoi est-ce que je me suis dit, il faut que je n'en fasse qu'à ma tête, en fait? C'est que lorsque j'ai quitté l'école de mode, après avoir gradué et que je me suis retrouvé dans mon premier travail, moi qui croyais que la mode, j'allais être entouré par de belles matières, des mannequins, j'allais draper les vêtements et j'allais exprimer ma créativité à travers des croquis, des choix de matières, de tissus, de couleurs et tout. Et j'ai tout de suite vu la réalité de ce qu'était l'industrie manufacturière ici. Et c'était désolant. C'était des manufactures sales, avec des patrons qui n'étaient pas du tout intéressés à voir mes croquis de mode, mes sketchs ou peu importe. Je ne pouvais jamais faire passer mes trucs, ils n'étaient intéressés qu'à faire de la copie. Et là, il m'apportait, je me souviens, bon, on revient de New York, j'ai acheté ce chemisier-là, cette veste-là, cette robe-là, tu me copies ça et tout. Mais c'est pas possible, là, je me suis trompé de monde. Et comme j'ai vu, là, j'ai réalisé la réalité de ce métier-là, et je me suis dit, eh bien, je vais me réaliser dans la mesure où je fais quelque chose qui me ressemble à moi complètement. Et c'est là où j'ai créé mon premier atelier en 1972, que j'ai appelé Parenthèse, parce que j'avais l'impression d'être dans une parenthèse par rapport à la réalité des... Mais d'un autre côté, je suis vraiment pas une personne qui connaît beaucoup l'histoire, encore moins celle de Montréal, là, mais ironiquement, quand même, c'était une période où il y avait du textile ici à Montréal. Il y en avait, les usines, aujourd'hui, c'est plutôt rare. Donc, inversement, est-ce que ça vous a aidé de pouvoir avoir accès à certaines composantes de cette industrie-là dans votre développement à vous? Oui, ben, c'est-à-dire que j'ai toujours été très, très en conflit avec les gens de l'industrie textile. Pourquoi? Parce que, effectivement, c'était une industrie extrêmement importante, mais qui faisait des tissus uniquement de base, où il n'y avait pas de place pour la recherche et le développement. Et moi, je voulais faire de la mode haut de gamme dans des beaux tissus très actuels et tout. Et si je voulais faire des draps blancs en polyester et coton, oui, je trouvais des choses ici, mais c'est pas ça. C'était pas mon but. Alors, je devais toujours aller dans les salons internationaux, surtout en Europe, en Italie surtout et en France. Et là, je ramenais les tissus. Et là, je me disais, mais il faut que je les fasse évoluer, ces gens de l'industrie textile, parce qu'ils vont devenir des dinosaures. Et j'allais à leur rencontre, je leur montrais, regardez ce qui se passe, là. C'est ça qui s'en vient. Parce qu'à cette époque-là, ils devaient avoir peu de connaissances, encore là, vous me corrigerez, mais peu de connaissances sur ce que c'est le métier
que vous avez exercé, là. Donc, être designer, là, c'est pas juste faire une robe, là. C'est de l'art, c'est une création. Oui, c'est toute une démarche artistique où vraiment, vous savez, les femmes, les hommes, ben, choisissent leur marque, leur designer et tout. Et ça, c'est très important d'avoir un style, de développer son style. Et moi, j'ai toujours dit, j'adore la mode, mais j'ai horreur d'être à la mode. Okay, et pour moi, il y a une grande différence. Oui. Parce que, vous savez, la grande Coco Chanel a dit un jour, les styles passent, les modes passent, excusez-moi, le style reste. Oui. Et moi, je pense que je viens de cette école-là. Je pense que j'ai toujours essayé d'être pour les femmes un guide en les aidant à trouver leur style. Parce que je trouve que les tendances, c'est là pour justement se démoder très rapidement. Et j'aime pas l'idée des tendances éphémères. Intéressant. Donc, c'était une période, c'est ça, au début de votre premier atelier que vous appelez. Vous avez commencé, vous avez créé des emplois, vous avez créé des défilés qui ont voyagé dans le monde. Vous rappelez-vous comment vous aviez plusieurs employés, vous étiez nombreux, en fait, vous sous-traitiez beaucoup, c'est ça? Moi, j'ai tout connu. Oui. J'ai connu mon petit atelier. Et lorsque je fais le bilan un peu là, de ma vie, de ma carrière, il y a une chose qui revient continuellement. C'est que j'étais toujours trop avant-gardiste. Ouais. J'étais à l'avant de mon temps. Comme par exemple, en janvier 1972, de s'établir dans le Vieux-Montréal. J'étais le seul atelier de mode dans le Vieux-Montréal, parce que le Vieux-Montréal n'était pas du tout à la mode. Là. C'était devenu des entrepôts. C'était une désuétude totale. Absolument. Mais moi, c'était le cœur de ma vie. Il fallait que je m'installe là. Wow. Et donc, quelques années plus tard, j'ai installé ma boutique là, sur la rue Saint-Paul, près de la rue Saint-Pierre. J'étais la seule boutique du Vieux-Montréal en mode. Et aujourd'hui, peut-être les plus belles boutiques de Montréal sont là. Rendues là maintenant. C'est incroyable. Et ça, c'est à répétition. Les trucs que j'ai faits beaucoup avant tout le monde, quand j'ai convaincu les gens du château. Et ça, c'est mon côté entrepreneur. Oui. Parce que j'en avais ras-le-bol que les gens disaient « Ah, c'est tellement beau du Poitras, avec les belles matières italiennes et tout ça, mais on ne peut pas se le payer, se le permettre, parce que mes clients principaux, c'était Holt Renfrew, Ogilvy, Lily Simon, qui était une boutique extraordinaire, Eaton notamment aussi. Mais moi, je disais, il faut que je montre aux gens que j'ai envie aussi d'être très accessible et de démocratiser la mode. Alors, c'est pour ça que je suis allé frapper à la porte du château. M. Siegel m'a reçu. Et on a décidé de faire ensemble, ce qui a été une première. J'ai fait une collection capsule pour le château. Mais ça ne s'était jamais vu, ça. Non, ça devait être un petit peu comme un scandale, j'imagine. Ah oui, c'était tellement snob à ce moment-là que moi, je me disais, bon, je vais avoir ma collection haut de gamme que je vais poursuivre. Mais là, les jeunes pourront s'habiller en Poitras. Ça a eu un succès incroyable, médiatique et tout. Mais là, il y a plusieurs des clients qui achetaient ma collection haut de gamme qui nous ont menacés, toute mon équipe de vente et moi, que si on continuait dans cette veine-là et que mon nom était associé au château, ma griffe allait perdre en prestige et tout le reste. Et après un an, j'avais signé une entente d'1 an avec le château. On a décidé, non, il faut retourner aux sources. Là. Oui, et ça, par contre... Puis aujourd'hui, ça se ferait beaucoup plus communément aujourd'hui. Ben oui, regardez Karl Lagerfeld pour H&M, les Zara de ce monde, Reitmans. C'est ça. Même, il y a eu des Québécois qui ont fait... Un autre exemple du fait que vous étiez avant-gardiste. Oui, parce que ça, c'était quand même... J'ai frappé à la porte de M. Siegel, quand même, en 1989. Imagine. Alors, de fil en aiguille, vous avez continué d'explorer. C'est pour ça que le mot mutation me venait constamment quand j'essayais de m'informer un petit peu sur votre parcours. Et vous avez exploré pas juste la mode vestimentaire, tout l'aspect créatif chez vous a été faire des visites dans d'autres domaines d'activité. Oui, parce que j'étais en fait quelqu'un qui adorait le design, mais toutes les disciplines du design. La preuve, c'est que tout de suite après mes études en design de mode, je suis allé étudier le design graphique, puis le design d'intérieur. Et quand finalement la mode a tout pris à un moment donné, parce que quand
j'ai eu bon, un certain succès avec mon premier manufacturier. C'est pour ça que je disais que j'ai tout connu, parce que j'ai connu le tout petit atelier. Et puis tout à coup, en 1976, lorsque j'ai accepté l'offre d'un manufacturier, je me suis retrouvé tout à coup avec 450 employés qui étaient là, avec les collections que je suis allé produire à Hong Kong, parce que j'arrivais pas à travailler la soie ici. J'ai exprimé mes frustrations de peintre là-bas, en Orient, et tout. Et là, finalement, j'ai commencé à vendre partout, partout aux États-Unis et au Canada, bien sûr, mais aussi ailleurs, à l'étranger. Alors donc, là, tout à coup, je passais à un autre niveau. Oui. Là, tout à coup, j'ai fait les collections maison d'Aultren Frou, Bergdorf Goodman à New York et tout. Et donc, c'était fabuleux parce que... Mais ce qui me caractérise aussi, c'est que je me suis toujours mis de nouveaux défis. Et je pense que j'ai eu raison, et c'est pour ça que je suis encore là, je pense, présent, omniprésent à mon âge, parce que j'ai toujours le feu sacré. Parce que, justement, j'ai jamais voulu être prisonnier de mon style. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de designers qui ne traversent pas la décennie des années 90. Leur style est enfermé dans quelque chose, alors que moi, quand, par exemple, ma première collection pour un manufacturier, c'est sorti en 1977. C'était mon hommage au film Annie Hall de Woody Allen. Et moi, j'adorais la mode masculine à ce moment-là, dans les années 70. Et je n'aimais pas beaucoup la mode féminine parce que elle était très jolie, mignonne, petite fleur, petite boucle, des petits volants. Et je trouvais ça quelque chose de cute. Et j'aime pas ce mot-là, joli, cute. Moi, j'aime quand ça a du style. Alors, j'ai tenté d'amener toutes les qualités que je trouvais à la mode masculine, c'est-à-dire le côté intemporel, la rigueur d'une coupe, la beauté d'une matière, le côté less is more. Et donc, j'ai amené ces tailleurs d'hommes sur les femmes, un style masculin-féminin. Mais là, j'ai vu, après quelques années, que tout le monde disait « Ah, ben Jean-Claude Poitras, c'est un style masculin-féminin. » Et moi, non, je les surprendre, je les étonner. Et ça a été à cause de mon premier voyage à Bali, quand j'ai vu ces femmes balinaises porter des paréos, des sarongs, tout ça, ces tissus imprimés, fluides, ces matières, là, je me suis mis à draper frénétiquement et à opposer mon style masculin-féminin à ça. Et là, finalement, ça a donné une autre dimension. Mais c'est vrai que ça n'a jamais été le choix de la facilité, parce qu'il y a des acheteuses que j'ai perdues là, pendant quelques années. Elles ne comprenaient pas où je m'en allais. Regarde, de nos côtés, ça vous a permis de vivre justement toutes sortes de mutations. Je reviens avec ce mot-là qui me lâche pas. Je suis un mutant. Alors, vous êtes un vrai mutant. Disons-le, disons-le. Je vais revenir à votre chapeau d'entrepreneur, parce qu'encore là, à chaque mutation, disons, il fallait prendre des décisions d'affaires, il fallait consulter sûrement, il fallait faire des choix. On ne réussit pas à ce que vous avez fait comme ça. Il faut faire des décisions d'affaires. Est-ce que la lecture, à ce moment-là, a fait partie de votre parcours d'entrepreneur à un moment ou à un autre? Est-ce que vous avez été chercher des conseils par ce moyen-là, ou ça, c'est peut-être pas le cas, là? Je sais qu'il y a un livre au moins qui vous a marqué, mais est-ce que la lecture a fait partie un petit peu de votre parcours? Toujours. J'ai toujours adoré la lecture et tout ce qui pouvait me dépayser, m'amener ailleurs. J'ai toujours adoré me frotter aux autres cultures. J'ai tout dévoré, toute l'œuvre de François Sagan, notamment, et beaucoup l'œuvre des femmes, en fait. C'est sûr que quand Alessandro Baricco a écrit « Soie », j'ai l'impression que c'est moi qui faisais ce voyage sur la route de la soie, et ça, c'était extraordinaire. Il y a tellement d'autres livres qui m'ont marqué, mais en tant qu'entrepreneur, je pense que je me suis beaucoup intéressé à certains livres, au moment surtout où j'ai pris la grande décision, en 1987, en fait, de ne plus dépendre d'un manufacturier et de me faire confiance, en fait. Et à ce moment-là, j'avais monté... Moi, je suis un homme d'équipe, hein, c'est sûr et certain, et j'avais une équipe extraordinaire à la création qui m'aidait, patroniste, couturière et tout ça. Mais j'avais aussi un complice extraordinaire qui était mon directeur des ventes.
Et donc, avec lui, on s'est dit, depuis 1977, donc ça allait faire 10 ans qu'on était toujours avec des grands manufacturiers et tout ça, et on s'est dit tous les deux, on va se faire confiance. Et c'était un peu, si vous voulez, l'idée d'Yves Saint-Laurent et Pierre Berger, là. OK. Quelqu'un qui était peut-être plus au niveau des affaires et l'autre plus au niveau de l'artistique, mais en fait, moi, j'ai essayé de combiner les deux. Et on a lancé Poitras Design en 87. Et ça a été un très, très grand moment, et j'ai senti le besoin d'aller chercher des conseils à travers des livres et tout. OK. Et c'est à ce moment-là que quelqu'un, des amis, m'ont conseillé de lire et de prendre surtout la formation, la stratégie du Dauphin. OK. Et c'est ça qui nous amène, en fait, ensemble aujourd'hui. Est-ce que ça vous tente, comme on dirait par Mais chez nous, c'est d'en sûr, parler un petit peu? ça va de soi. Alors, je vais juste présenter l'ouvrage. Moi, c'est un ouvrage que je n'avais jamais entendu parler de ce livre-là. Alors, quand j'ai fait une recherche, vous me l'aviez mentionné lorsqu'on s'était rencontrés au lancement de Monique Giroux. Alors, ça s'appelle « La stratégie du Dauphin, les idées gagnantes du 21e siècle ». C'est écrit par des Américains. Oui. Ça a été traduit par les éditions de l'Homme. C'est un livre qui a été publié, je pense, que ça fait quand même une bonne dizaine d'années. Oui, oui, oui. Et donc, je me suis dit, bien, je vais lire le livre. Si je rencontre M. Poitras, il faut quand même que je fasse un effort. Et j'ai été surprise. Donc, avant d'aller dans la discussion, je vous demanderais peut-être de présenter le livre. Donc, vous nous l'avez dit, vous avez fait une formation et le livre est venu vers vous comme ça. Oui, absolument. Et c'était la formation, justement, du Dauphin. Et ça a été, pour moi, totalement révélateur de ma nature profonde, parce qu'à travers ce livre, c'est que ça nous... Premièrement, ce sont des Californiens, là. Alors, on voit bien le côté avant-gardiste de leur approche, parce que quand même, ils ont amené tout ça dans les années 80, là, c'était quand même au départ. Et c'est extraordinaire de voir que vous savez, ce n'est pas des idées préconçues avec... Ils ne vous imposent pas une philosophie de vie, une façon de faire les choses, là. C'est vous allez faire votre propre recherche intérieure et vous découvrir vous-même. Alors, on laisse tomber les masques, on découvre qui on est vraiment, et ce qu'on découvre aussi, c'est que le monde est peuplé, en fait, de 3 grandes races. On retrouve dans cet univers de l'océan les carpes, bien sûr, qui sont souvent les personnes, finalement, qui n'osent pas s'imposer, qui sont des gens qui sont bien dans leur confort et tout ça. On a besoin de carpes et tout. Et puis, de l'autre côté, à l'opposé complètement, il y a les requins qui sont prêts à tout pour gagner, quitte à écraser les autres et tout ça. Et puis, il y a cette nouvelle race des dauphins, qui sont des gens d'exception, qui sont là pour faire la différence, penser autrement et différemment. Et ne pas écraser tout sur leur passage. Et moi, depuis ce temps, je tente toujours de faire des percées dauphins, c'est-à-dire d'amener les gens ailleurs. Et je me souviens qu'en sortant de cette formation, après avoir lu le livre, j'ai créé une nouvelle griffe que j'ai appelée « Qui m'aime me suivent ». Alors ça allait un peu dans l'idée du dauphin. Là, ouais. Et puis, quand on s'analyse, là, moi, j'ai déjà été, je pense que j'ai déjà été carpe à certains moments dans ma vie, au moment où de défaite, d'échec, ou peu importe, j'avais tendance à avoir l'impression que j'avais peut-être plus d'idées et tout ça. Et j'ai eu d'autres périodes où j'ai eu un peu une attitude requin pour vouloir peut-être réussir à tout prix. Mais je sais aujourd'hui que ma nature profonde, c'est d'être un dauphin. Et c'est ça que j'essaie de pratiquer chaque jour autour de moi. Et j'essaie de m'entourer le plus possible, justement, de gens comme ça, d'autres dauphins, pour être utile à la société. Ce que je trouve intéressant, parce que moi, j'ai tenté de lire le livre. J'avais pas le temps qu'il faut, en fait, parce que ce n'est pas un livre facile à lire. Pas du tout. Donc, moi, j'en consulte beaucoup de livres, vous comprenez bien, avec le club de lecture. Donc, je me suis dit, je vais me préparer, je m'étais réservé une soirée. Ouf, je commence à regarder là-dedans et ce n'était pas évident du tout. Ça nous force justement à aller à l'intérieur, comme vous l'avez bien mentionné. C'est pas facile à faire et il nous propose un environnement pour le faire justement par la définition de ces 3 grands archétypes ou races, comme vous dites, peu importe.
Donc, c'est tout un processus. C'est un peu surprenant. Mais moi, ce qui m'intéresse, puis en fait, on peut le mentionner, il y a un groupe ici, c'est le groupe Métaphore, Absolument. qui existe toujours ici Monsieur à Montréal. Boulot, c'est Mme Carrier. Michel Carrier. Donc, à quelque part, ça a toujours sa pertinence. Et ça, ce qui est incroyable, c'est que vous savez, je connais maintenant Michel et Charles assez bien, même si on ne se voit pas très souvent, là, ça fait trop longtemps d'ailleurs que je les ai vus. Mais c'est incroyable. Ils vont présenter cette formation-là, surtout en Europe, surtout en France, plus qu'au Québec, dans des grandes entreprises, là, parmi les plus grandes entreprises françaises, parce que quand on sort de cette formation-là, sincèrement, ça nous donne des ailes. Et il y a une stimulation de la créativité exceptionnelle. Alors donc, en France, ils ont très bien compris que c'était très important pour les employés d'être stimulés et tout. Et moi, d'ailleurs, ce que je vais faire prochainement, c'est que avec quelques amis, on se réunit et c'est pour ça que je conseillerais de peut-être essayer de passer à travers le livre en groupe. Ah, OK. Parce que, et de faire en quelque sorte cette formation-là, c'est encourageant de savoir, ah ben écoute, moi j'ai été très touché dans ce chapitre-là, ça m'a interpellé beaucoup la vision qu'ils avaient, ou au contraire, ah bon, pourquoi partageons nos idées? Et je crois qu'en groupe, on découvre ce livre-là qui est extrêmement stimulant, parce que c'est vrai qu'il y a une certaine rigueur là-dedans, et des fois quand on s'investit seul, parfois, ça peut nous sembler un peu lourd. Un peu lourd, c'est ça. Ce que j'aime de votre témoignage, il y en a plein de bons livres, on en a recommandé des tonnes et des tonnes, et j'espère continuer de le faire aussi, c'est l'impact que ça a eu sur vous, dans le sens que c'est devenu un outil pour vous de travail, d'introspection, mais aussi dans votre communication avec l'extérieur, dans votre façon d'évaluer des situations, d'analyser des situations. Quel autre bénéfice, vous en avez déjà mentionné, quel autre bénéfice a apporté pour vous d'avoir cet ancrage-là? Parce que je vous écoute, vous mentionnez que vous utilisez toujours ce mot-là. Le dauphin est toujours là, vous le reconnaissez en vous, donc à quelque part, il y avait quelque chose de très profond dans cette lecture-là. Oui, vraiment, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie, d'avoir passé à travers ce livre-là, à travers la formation et tout. Je crois que ça m'a vraiment changé. Premièrement, j'ai l'impression que je me suis découvert. Je pense que je ne m'aimais pas beaucoup, sincèrement. Je me trouvais plein de défauts, et j'étais très autocritique. Et je crois que ça m'a permis d'aimer la personne profonde que je suis, sans masque et tout. Et je crois que je me suis vraiment beaucoup plus dévoilé à partir de ce moment-là, dans ce qui est le plus intrinsèque chez moi, de ma nature profonde. Il y a des coins de ma vie que je n'explorais pas. Je ne traversais pas la vie toute voile dehors, je pense. Alors qu'à partir de ce moment-là, comme j'avais l'impression que j'avais appris un peu à m'apprécier, ben je pouvais donner davantage aux autres. Et puis être meilleur, un être humain meilleur qui allait être utile en essayant de faire une différence. Wow, c'est très émouvant votre témoignage. Est-ce que vous en aviez parlé avec vos équipes, les personnes avec qui vous travaillez? Est-ce que vous avez partagé ça aussi au sein de l'entreprise ou ça a été plutôt une démarche personnelle? Au départ, ça a été vraiment une démarche personnelle qui est arrivée, donc comme je vous l'expliquais, à un moment critique de ma vie où j'allais quitter la facilité, le confort d'être avec un gros manufacturier important, avec une solidité financière derrière moi et tout, pour me lancer dans la grande aventure avec un associé qui était mon directeur des ventes. Alors donc, c'est très troublant lorsque vous faites ce choix-là là, de ne pas rester dans vos pantoufles, en quelque sorte. Et donc, ce moment-là a coïncidé avec ma découverte de ce livre-là à travers d'amis qui m'ont dit « Jean-Claude, avec ce que tu t'en vas faire, je crois qu'il y a quelque chose qui pourrait peut-être… » un compagnon. Oui, un compagnon et j'ai vu clair. Et finalement, j'ai décidé que oui, il fallait
j'étais né pour assurer un certain leadership, pour faire une différence autrement. J'ai toujours pensé autrement. Et je crois qu'on vit une époque où il faut absolument penser différemment, agir autrement. Ça me semble être quelque chose d'absolument nécessaire. Tant au point de vue politique d'ailleurs, qu'au point de vue des entreprises. C'est ça, oui, alors, on est en mutation. Oui, comment donc? Je pense que l'idée de l'innovation a toujours été chez moi quelque chose de très, très, très important. J'ai toujours voulu... vous savez, c'est drôle parce qu'un jour, la presse avait fait faire, en fait, le thème astrologique de ce que la journaliste qui s'occupait de la mode à l'époque, dans les années 80, elle avait choisi 5 designers, donc du pionnier au plus jeune. J'étais le plus jeune à l'époque, imaginez, ça fait longtemps. Et puis, sur 5 semaines, il y avait le thème astrologie, fait par une astrologue professionnelle, là, ou je sais pas. On a beau croire ou pas croire à l'astrologie. Ce que j'avais retenu, c'est que quand c'était arrivé à mon tour, le petit dernier, la relève, ça disait Jean-Claude Poitras, hors des sentiers battus. Et ça, c'est l'histoire de ma vie. On dirait que je ne suis bien que lorsque j'ouvre un nouveau sillon. Je ne suis pas bien lorsque je suis la route que les autres ont tracée pour moi. Je suis fait pour ouvrir des horizons nouveaux. Je suis fait pour aller là où les autres ne sont pas encore allés. C'est ma nature profonde. Et à partir de ce moment-là, j'ai cru qu'il fallait que j'aille au bout de ça. Et que c'était possible, puis que c'était correct. Oui, absolument. Donc, parlons encore de vous, de votre parcours professionnel. Donc, la mode a été toujours là pendant de nombreuses années. À un moment donné, vous êtes tombé dans le design de meubles, de logements, d'art de la table, les lave-vaisselle. Et le faites-vous encore, ça? Oui, absolument. Parlez-nous de ça, parce que ça aussi, c'était innovateur. Oui. Il ne devait pas avoir beaucoup de designers qui osaient ça. Ça devait être presque un sacrilège là, de quitter les aiguilles et le fil pour aller vers... En fait, moi, là où j'étais malheureux un peu dans la mode, c'est que vous savez, très, très souvent, les gens de la mode vivent très refermés sur eux-mêmes. Et moi, j'ai toujours voulu, au contraire, démocratiser la mode. J'ai toujours voulu m'adresser à toutes les disciplines du design. Et donc, parce que je crois, vous savez, quand on est entraîné pour être un designer de mode, je fais une comparaison avec le cheval, par exemple. Bien, on est fait pour être un cheval de course et non pas un cheval de labeur dans un jardin. Exactement. C'est toujours, nous, là, les designers de mode, on finit une collection et tout de suite, on commence à l'autre. On recommence à zéro. On part à la recherche des matières, des nouvelles couleurs, des textures différentes, des nouveaux styles. Plus rien ne doit être... Alors donc, on est toujours là avec cet esprit curieux, et tout le monde vous diront que dans des cours, même les gens qui sont dans la peinture, par exemple, pour les murs et tout, ils vous diront que toutes les tendances viennent de la mode et se reflètent après coup dans tous les autres milieux du design. Wow. Alors donc, l'idée d'être un coureur de tendance fait en sorte que ça a marqué ma vie parce que je suis encore comme ça. Cette curiosité insatiable, elle est toujours là. Alors donc, moi, je sentais, c'était dans l'air du temps, que j'avais habillé d'abord les femmes, puis les hommes. Il me restait à habiller les maisons. Je trouvais qu'il était temps de mettre mon style là. Et ce qui devenait agaçant pour moi dans la mode, c'était le côté où finalement ça ne restait pas là. Il y avait quelque chose de ce rythme infernal. C'est essoufflant, hein? Oui, et puis tout est toujours à refaire. C'est ça. Et moi, je me suis dit, il faut que je laisse une empreinte durable. Et quand j'ai fait mes premières assiettes avec mes dessins et tout ça, ben ça n'a pas vieilli d'un poil. Là. Je veux dire, je mange toujours dans mes assiettes. J'ai réédité des assiettes, des choses comme ça. Et donc, pour voir si finalement j'avais quelque chose à dire, donc j'avais ouvert en 1997 une boutique sur la rue Crescent avec ma conjointe de l'époque. Et on avait fait un concept mode et maison. Alors, c'était mode cocooning. Oui. Puis moi, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire mon linge de table, ma porcelaine, la verrerie, des choses comme ça dans ce concept de boutique. D'ailleurs, ça nous a valu de gagner
ARC Award à Toronto, qui est Achievement in Retail Concept. Et donc, c'était, selon eux, le meilleur nouveau concept de détail au Canada. Alors là, ça m'avait démontré que j'avais un style et que c'était assez unique et que donc les gens qui aimaient mon style aimaient beaucoup ça. Et ça m'a valu mon premier contrat avec Linen Chest. OK. Et donc, j'ai dessiné pour Linen Chest pendant au moins 3 ans, de la vaisselle, des draps, des serviettes, plein de choses pour la maison. Et là, j'ai vraiment eu la piqûre pour la maison. Alors ensuite, j'ai commencé. La Max, la grande compagnie en Beauce, venait d'acheter, vous savez, eux, ils sont plutôt spécialisés dans les baignoires et les douches et les lavabos et tout ça. Et souvent, les gens qui se spécialisent dans les salles de bain comme ça ont une division cuisine aussi. Et ils avaient acheté un grand cuisiniste de Laval et donc c'est devenu Max Cuisine. Et cette compagnie-là, à ce moment-là, ça s'appelait Cuisine Expert au départ, ils étaient spécialisés dans des cuisines très, très traditionnelles qui se vendaient très, très bien dans le Midwest américain, avec des boiseries très lourdes et tout. Mais là, comme Max venait d'acquérir ça, il voulait montrer un nouveau visage, avec il voulait en fait des cuisines beaucoup plus contemporaines et tout, et ils ont pensé à moi. Wow. Et ça a été extraordinaire. Et quand je vous dis le côté designer de mode, jamais j'oublierai ma première présentation de mes 2 premiers concepts de cuisine au KBIS. C'est le plus grand salon américain de cuisine et salle de bain. Monsieur Poulain et sa fille, les propriétaires, étaient là. Puis on dit, Jean-Claude, on est tellement fiers de toi, regarde, comme c'est beau ce que tu nous as créé et tout. Puis pour l'année prochaine, là, je verrai tellement... Alors là, ils ont dit, calme-toi. Le designer de mode était de nouveau au rendez-vous. Parce qu'ils disent, on va vivre là-dessus pendant 10 ans. Oh l'année prochaine, on va revenir. Mais là, tu vas avoir dessiné peut-être une nouvelle porte. Et puis peut-être tu vas avoir ajouté 2 couleurs de lac. Quoi? On va vivre de ça cette base-là pendant 10 ans. C'est drôle. C'était une révélation. Parce que pour vous, vous étiez habitué d'année en année, quasiment de saison en saison, de pouvoir produire. Absolument. Donc tout d'un coup, on produisait quelque chose qui avait une durée de vie beaucoup plus longue. Ah, c'est intéressant. Et de là aussi, vous avez fait aussi, en même temps, une autre mutation vers l'art, vers la peinture et tout ça. Oui, en fait, c'est fou, hein, mais j'avais été absolument traumatisé par mon professeur d'anatomie à l'école de mode, qui me disait toujours, Jean-Claude, tu débordes toujours du cadre et tout. Et moi, je lui disais, mais quand j'ai un modèle vivant devant moi, je veux décrire l'émotion que je ressens devant cette femme qui tout à coup est pudique, peu importe, heureuse, épanouie. Et donc, je voulais y mettre l'émotion. Et c'est vrai que mon trait partait, puis c'était comme du moulage que je faisais autour de cette silhouette-là. Et lui me disait, non, il faut que tu sois réaliste. Et là, je lui disais, mais il y a la photographie qui est tellement extraordinaire pour faire ça, laissez-moi exprimer mon émotion. Alors, dans mes dessins, il y avait toujours, dans mes croquis, mes sketchs, une maladresse. Il y avait tout à coup moi qui m'abandonnais et tout de suite M. Vadnet qui venait me corriger, il s'appelait M. Vadnet. Et là, je disais, M. Vadnet m'aurait dit de faire ça. Alors, il y avait une maladresse et je détestais mes dessins. Alors, je me suis complètement arrêté de dessiner et c'est pour ça que j'ai tellement pratiqué l'art du moulage. Parce que vous savez, il y a 2 techniques en mode où on moule sur des mannequins d'atelier ou des vrais mannequins idéalement. Ou alors on fait la coupe à plat, le patron. Oui. Et moi, j'ai toujours préféré mouler et tout ça. Je trouve qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus artistique là-dedans. Ou alors, je faisais mes petits croquis géométro là, pour mes patronistes. Mais j'avais complètement abandonné l'idée du dessin. Et ça a été au milieu des années 90. Tout à coup, les soirs, je sais pas, les week-ends de pluie, d'automne, tout à coup, j'ai commencé à redessiner. C'était devenu comme... Et là... M. Vadnet n'était plus là. Ça faisait je ne sais pas, j'ai pu m'abandonner. Et le plaisir que j'avais tout à coup, petit à petit, là, je me suis réconcilié avec mon style. Et ça a été, en fait, ça me faisait du bien à l'âme. Et un jour, ma conjointe me dit, « Mais qu'est-ce que tu m'as toujours dit que tu dessinais mal? J'adore ce que je vois là et tout ça. » Et, sans me le dire, elle a pris plein de mes dessins. Elle les a montrés à des amis qui en ont acheté.
Alors donc, j'ai comme pris confiance en moi et à l'ouverture des ailes de la mode, M. Roberge, le propriétaire, m'avait dit, Jean-Claude, j'aimerais ça que tu me crées des foulards en exclusivité pour l'ouverture des ailes de la mode et aussi de la vaisselle, parce qu'il y avait une section maison aux ailes de la mode. Alors, je leur ai créé des écharpes à partir donc, de mes dessins. Et j'ai couché aussi de mes silhouettes dans des assiettes, dans de la porcelaine. Et ça a eu un succès extraordinaire. Et c'est petit à petit comme ça que j'ai continué à le faire. Et quand ma conjointe m'a annoncé qu'elle me quittait en janvier 2010, là, c'est devenu complètement thérapeutique. C'était les nuits où je n'arrivais pas à dormir, parce que j'avais tellement de peine. Je dessinais à l'encre de Chine, avec mes pastels et tout, et ça, c'est devenu... Et puis donc, des amis ont commencé à acheter mes trucs et tout, et un jour, une personne a mentionné une galerie d'art de Montréal, qu'elle avait l'impression qu'ils aimeraient beaucoup mes choses, ce que je faisais. Et donc, j'ai eu une première exposition dans une galerie d'art. Et devant le succès de ça, ben, j'ai eu envie de continuer. Et là, c'est après prendre une dimension énorme, d'ailleurs. Est-ce que vous pensez, ou si c'est peut-être déjà fait, est-ce que vous pensez peut-être voyager avec ça maintenant? Oui, oui, ben, j'ai été invité d'ailleurs en Corée du Sud en septembre dernier pour faire partie, à titre d'invité, pour faire partie d'une très, très belle foire d'art contemporain à Gwangju, qui est une ville très importante au sud de Séoul. J'ai adoré l'expérience. Quand je suis revenu, j'ai montré mes œuvres au Affordable Art Fair de New York. J'ai eu un grand vernissage aussi à Québec l'automne dernier. Et là, je pars pour Baie-Saint-Paul. Il y a une boutique là-bas, une galerie, pardon. Vous voyez, je suis déformé, une boutique. Pas grave, pas grave, on a compris. et donc, ah oui, non, ça prend de plus en plus d'importance d'ailleurs. Est-ce que ça fait partie de votre quotidien? Est-ce que c'est quelque chose qui est dans vous, là, présentement, comme la conception à l'époque était là? Là, c'est Oui, mais pour créer de l'art et tout ça, le pinceau. Il faut que je m'isole. Il faut que... là, je loue un atelier, en général, et là, j'y vais tous les week-ends, le soir, si j'ai envie. Tout ça. Mais il faut qu'il y ait une concentration très importante. Une discipline, ça prend une oui, discipline parce qu'on aussi, arrive devant une toile blanche. Moi, je fais des œuvres sur verre aussi. Il faut renouveler le style aussi. Il faut... Et donc, c'est très exigeant. Je ne peux pas faire ça en dilettante. Mais je trouve que les trois axes de ma vie, aujourd'hui, c'est le créateur de mode. La mode, je la porte en moi. Il n'y a rien à faire. Je veux dire, je pourrais... Gêne. Moi, je mets 5 piastres que c'est un gène. Et donc, je fais encore des projets spéciaux en mode. Là, j'ai réalisé pour une cliente dernièrement une superbe robe de mariée, une robe du soir pour une autre il y a quelques mois. Mais j'aime l'idée de faire des choses spéciales, comme quand Dany Laferrière m'a demandé de lui créer son costume d'assermentation pour l'Assemblée, sous la coupole, évidemment, de l'Académie française. Ça, c'était un grand moment de joie parce que c'était incroyable. Je retrouvais tout le travail de haute couture à la broderie. Ça, c'était tout ce que j'aime, les petites mains avec lesquelles j'ai travaillé, que j'ai fait travailler, que j'ai dirigé. Et ça, c'était un projet auquel j'ai pas pu dire non, bien sûr. Et d'autant plus que quand je vous disais que j'étais bien hors des sentiers battus, c'était quand même quand je me suis retrouvé sous la coupole, parce que Dany m'avait invité. C'était extraordinaire de voir que c'était le premier habit vert, parce qu'il l'appelle l'habit vert de l'académicien. C'était la première fois qu'un habit vert était conçu et confectionné hors de France en 2000 ans. Wow! Alors, le petit Québécois, là, Canadien... Mine de rien, quartier-ville. C'est ça. Alors, ça, c'est des projets qui me passionnent. Et dernièrement, pour les 25 ans d'une boutique que j'aime beaucoup, beaucoup, sur l'avenue Laurier à Outremont, elle m'a demandé, pour célébrer ses 25 ans, de lui créer, à partir d'une de mes œuvres d'art, une grande écharpe en voile de laine.
en série limitée. Alors, c'était tout numéroté, Wow. 1 sur 100, 1 sur 18, peu importe. Donc, vous êtes quand même un homme qui aimait, excusez l'expression, triper. Hein? Ah À oui. quelque part, il faut qu'il y ait cette sensation-là Absolument. le sang circule dans les veines, le cœur bat fort. On est absorbé par cette idée ou ce concept ou ce projet et le Ah oui, concrétiser. Et moi, je suis un tripeux, je veux faire triper les gens. Je veux dire, je trouve que... On dirait que l'ordinaire ne m'intéresse pas. Je vis pour l'extraordinaire. Donc, la retraite, c'est pas un mot qui vous interpelle. Pas Vous du allez tout. être créateur Tant jusqu'à que j'aurai la si santé. la santé est là, on vous la Et souhaite. ça, je me suis senti complètement rassuré parce que j'ai eu une grande période de remise en question complète lorsque j'ai eu 50 ans, en fait. OK. Parce que tout à coup, tous les autres qui étaient là avec moi, de ma génération, disparaissaient, renonçaient parce que c'était un métier trop insécurisant, c'était un métier... Ils sont allés faire autre chose et tout. Et moi, je me suis dit, ben moi, qu'est-ce que je fais là? Je veux dire, je suis encore là, j'ai encore envie de faire des choses et tout. Mais il y a un moment de doute parce que la mode, c'est ça qui est terrible. On dirait que on dit toujours au suivant, là, c'est place aux jeunes toujours. Et j'ai réalisé que l'important dans ce métier, c'était pas d'arriver, mais de durer. Ouais. Et donc, l'école, les HEC, en fait, ont fait un cas sur moi à ce moment-là. Okay. Et avec un étudiant à la maîtrise et un illustre professeur des HEC, ils se sont attardés à ma démarche, à mon parcours. Et c'est comme si j'avais été en thérapie. Est-ce que ça a été documenté? Ah ça? Oui. Tout le monde y a accès. Je trouve ça va Oui, m'intéresser. oui. Ouais. Et donc, là, j'ai dû raconter toute mon histoire là, de mon enfance. Je suis né dans la maison familiale. C'était mon arrière-grand-mère qui m'a donné naissance. Elle était sage-femme. Il fallait que j'explique tout le parcours de ma vie, mes hauts, mes bas et tout. Et quand je suis arrivé à M. Filion, c'est le professeur. Louis-Jacques? Oui, vous le connaissez. Je l'ai interviewé récemment. Il vient de sortir un Mais nouveau c'est livre. ça! On m'avait invité d'ailleurs et j'ai pas pu J'étais venir là, aux éditions moi. de l'Homme, je oui, pense. c'est ça. Moi. Je devais être là, mais malheureusement, j'étais retenu à l'extérieur. Mais quand OK. on m'a appris que ça, je veux d'ailleurs me procurer son livre, c'est sûr. Et il m'avait dit, M. Fillon m'avait dit, Jean-Claude, arrêtez de douter, là. Des gens de votre race, vous ne vous rendez pas compte, là, vous allez produire le meilleur de ce que vous avez à dire au monde après 70 ans. OK. Et là, il me Oh, donnait wow. l'exemple de certains grands peintres qui avaient produit leur plus grande œuvre. Et quand on voit l'exposition de Chagall, par exemple, qui s'est attaqué à son projet le plus monumental, tous les costumes de la flûte enchantée de Mozart, à l'âge de 77 ans, ça m'encourage. Et c'est vrai, aujourd'hui, je comprends tellement ce que Picasso a dit un jour. Il a dit, parce qu'en fait, il y a un couple d'Américains richissimes qui voulaient avoir un tableau de Picasso, mais créé en exclusivité pour eux, là, que Picasso ait en tête ce qu'ils aimaient ou peu importe. Ils ont convaincu Picasso de le faire. Et Picasso les avait invités, venez me rencontrer dans ma maison, dans le sud de la France, et on verra. Et puis finalement, il a accepté de le faire, mais il a imposé un prix très important. Et donc, quand ils ont dit, le prix, ils ont dit, bon, d'accord, oui, on veut un Picasso, on y va. Et là, le couple d'Américains s'est tourné vers Picasso et ils ont dit, mais Monsieur Picasso, on peut revenir dans combien de mois ou peu importe. Il a dit, mais revenez demain, ça sera prêt. Alors donc là, ils ont dit demain, avec ce que vous nous demandez. Alors, il a dit, écoutez, là, c'est pas une histoire de 24 heures, là, ça. C'est 77 ans, 3 mois, 2 semaines et 4 jours de ma vie. Okay. Que je vais exprimer à travers un geste. Okay. Et c'est ça aujourd'hui que je ressens, tout ce bagage que j'ai. Je sais que quand je me mets à créer, on dirait que c'est comme une éponge, j'ai traversé la vie comme une éponge, et là, tout sort. Il n'y a plus l'hésitation, il y a toujours le doute là, de est-ce que c'est beau, est-ce que c'est pas beau. Ça me fait poser la question suivante, parce que là, vous parlez, puis c'est l'artiste. C'est le fond, c'est vous, c'est l'artiste.
Mais il a fallu, dans votre parcours, que vous portiez le chapeau d'entrepreneur. Ah oui, oui. Si vous n'aviez pas eu à porter ce chapeau-là, est-ce que ça aurait eu un impact? Comprenez-vous ce que je veux dire? Très bien. C'est parce que vous avez été obligé de l'assumer, vous avez été bien entouré, j'imagine, votre directeur des ventes, des personnes de votre entourage vous ont... Mais je les choisissais, ces gens-là. Oui, c'est ça. Je veux dire, ils devenaient, je veux dire, on était soudés à la vie, à la mort, là, parce que... Parce que le livre de M. Filion, ça s'appelle « Entreprendre et savoir s'entourer ». Ah, et c'est toute une série de témoignages, justement, d'entreprises qui ont su, justement, trouver la personne qui était... parfaite pour l'autre, entre guillemets. Donc, vous, dans ce sens-là, parce que vous n'étiez pas le gestionnaire parfait, je ne sais pas, là, vous n'étiez pas la personne qui aimait les chiffres, qui aimait planifier, les plans stratégiques et tout ça. Mon comptable se décourage avec moi. Et à ce moment-là, votre force, c'était d'amener l'innovation, les idées nouvelles, la vision, et les concrétiser d'une façon nouvelle, le défricher des terrains qui n'étaient pas exploités. Là. Donc, le chapeau d'entrepreneur, vous l'avez porté un peu par la force des choses, puis c'est peut-être tout votre entourage ensemble qui l'a porté, mais pour vous permettre justement de triper. Être entrepreneur, c'est aussi oser sortir des sentiers battus. C'est ça. Hein? C'est aussi... créer quelque chose de nouveau. Je veux dire, regarder un Guy Laliberté, par exemple, là, je veux dire, avec le Cirque du Soleil et tout, il a amené tout cet aspect-là. L'entrepreneur, c'est celui qui dit, j'ai un produit, ça vaut combien, je le vends où, sur quelle place, à quel prix. Parce que moi, tous les entrepreneurs, je trouve, sont des créatifs. Absolument. Et moi, je pense que d'ailleurs, c'est drôle parce que je suis devenu entraîneur depuis l'année dernière à l'école d'entrepreneurship de la Beauce. Et justement, après qu'il m'a analysé pendant 1 an, tout tourne autour de l'importance de rêver et de créer. Et je les bouscule, là, parce que je les sors, ces entrepreneurs-là qui viennent à l'école d'entrepreneurship de la Beauce, je les sors de leur zone de confort. Travaillez-vous un petit peu avec les dauphins? Ben oui, absolument. Je leur donne des exemples, puis par exemple, là, je l'ai fait il y a 3 semaines. Pour la seconde fois, l'année dernière, c'était en juin, et ils sortent après 2 jours complètement métamorphosés, là, et je les force à créer. Alors je dis, vous allez faire votre mood board. Et le mood board, c'est qui vous êtes. Qu'est-ce qui vous sort des tripes? Qu'est-ce que vous aimez? Si vous étiez une couleur, si vous étiez un paysage, si vous étiez une chanson, je les force même à chanter, imaginez. Wow! Et c'est incroyable, c'est comme totalement libérateur. Wow! Regardez, M. Poitras, je ne veux pas prendre beaucoup plus de votre temps, mais ça a été vraiment un honneur pour moi de partager ce moment-là avec vous. C'est d'une source d'inspiration pour moi personnelle énorme, de savoir qu'on peut vivre et continuer de vivre sa vie avec ses passions, peu importe ce qu'on fait. Évidemment, vous avez eu des dons particuliers, la capacité de créer sur le plan physique, là, des vêtements, des objets et tout ça. Mais donc, votre parcours est très inspirant pour moi. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. La semaine prochaine, c'est la célébration totale pour vous. Oui, c'est pour ça que vous allez célébrer vos 45 ans. C'est inouï, ça passe vite. Et ma mère dit toujours que la vie, c'est un éclair, n'est-ce pas? Ah, c'est évident. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce 45e anniversaire? Que ça continue jusqu'au bout, quoi, cette flamme que j'ai. Vous savez, il y a une journaliste dernièrement qui m'a interviewé et elle m'a dit, Jean-Claude, je vous demandais de résumer, là, on a eu une longue conversation ensemble, une longue entrevue, en une phrase. Où en êtes-vous aujourd'hui? Et j'ai dit quelque chose spontanément et c'est devenu un peu mon leitmotiv. J'ai dit, j'ai une histoire à raconter, un héritage à léguer et une œuvre à poursuivre. Wow. Et je crois que c'est exactement là où j'en suis dans ma vie. Bien, en tout cas, en tout respect et avec beaucoup d'admiration, j'aime cette énergie-là que vous dégagez. On a une vie à vivre, vivons-la pleinement jusqu'au bout. Et c'est à partir de soi qu'on peut donner le plus. Et je vous remercie beaucoup vraiment de votre témoignage, d'avoir mis en valeur la lecture, bien sûr, mais aussi d'avoir partagé avec nous l'ensemble de votre parcours. Merci de votre accueil. Merci.